Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Adam qui est là. Bonjour Adam. Bonjour Émeric, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci. Donc Adam travaille chez Cloudizzer, il est consultant chez Cloudizzer et développeur chez Cloudizzer. Qu'est-ce que tu fais comme métier chez Cloudizzer? Bon, là, pour la petite histoire, donc ça fait maintenant 5 mois que je suis chez Cloudisia. Et donc du Mhm. coup, mon poste c'est un développeur Python slash développeur cloud. Et je suis de background data scientist. Et donc voilà, majoritairement chez Cloudisia, je travaille majoritairement sur du développement back-end. Et c'est généralement aussi en utilisant des services AWS aussi. Et de temps en temps aussi, j'accompagne des consultants chez Cloudisia sur des missions de consulting, alors sur des missions où on doit optimiser des coûts sur une plateforme cloud existante d'un client. Et donc voilà, je travaille aussi en appui des consultants sur l'analyse de plusieurs services, donc notamment le service BigQuery que l'on va voir aujourd'hui. D'accord. Et donc alors, est-ce que ça aide d'être développeur pour faire un peu de FinOps? Oui, je dirais que ça donne quand même un bon recul et une compréhension. C'est plus facile, on va dire, de comprendre le fonctionnement des services quand on a une background de développeur. D'accord, ok. J'imagine sur BigQuery aussi, comme c'est très lié au code, le fait de comprendre le code, ça peut Oui, de aider. comprendre le code, de comprendre les requêtes SQL, de comprendre aussi ben, oui, plein de choses, plein de choses. Comprendre aussi la documentation, parce qu'on nous les développeurs, on s'est tellement habitués à lire des documentations d'ici par là pour faire notre code. D'ailleurs, chapeau aux gens qui ont été nés avant Stack Overflow. Je ne sais pas comment vous étiez en sortie avant. Mais, Effectivement, ça en aide plus d'un. Bon, bah, merci. Alors, tu préfères quoi? Tu préfères faire du consulting FinOps ou du développement? La question qui tue. ouais, bon, Un je peu des dirais deux. qu'actuellement j'ai plutôt un penchant vers le dev, Ouais. mais ça m'intéresse aussi de faire du consulting, Bon, de super, plus en plus en plus. super. Donc effectivement, alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Google et plus particulièrement. Salut, c'est Storm. Excusez-moi, on n'était pas très concentré sur le chat. Mais bonjour, c'est Storm. Salut. Euh, donc on va s'intéresser à Google et plus particulièrement au service BigQuery, qui est un service de Big Data, hein, Hmm. concrètement. Tu nous en diras peut-être un peu plus sur à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Un petit rappel un peu de là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous êtes sur la chaîne Twitch de Cloudizzer. La chaîne Twitch de Cloudizzer, ce sont des lives hebdomadaires, donc tous les jeudis de 11h30 à 12h30, comme aujourd'hui. On va essayer de tenir la cadence. On a bon espoir on a plein de sujets, donc on a bon espoir d'y arriver. Et donc chaque jeudi, on présentera un sujet autour du FinOps, toujours. Parfois un sujet comme aujourd'hui d'optimisation d'un service, parfois des replays de webinars, parfois des présentations de Rex clients. Et puis on essaiera aussi d'avoir des invités comme aujourd'hui avec Adam qui puisse un peu nous parler de leur expérience autour du FinOps et qui puisse partager avec vous leur savoir-faire. C'est vrai. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas encore bien Twitch, donc Twitch c'était une plateforme qui était initialement plutôt pour le gaming et ça permet de faire des lives très participatifs comme vous pouvez le voir ici. Donc on est voilà, très concentré sur le chat. Encore désolé pour les quelques secondes de retard sur le premier message, mais en général on est très concentré sur le chat, donc c'est vraiment très interactif. N'hésitez pas à poser des questions. Bonjour Cloud is Life. N'hésitez pas à poser des questions, à vraiment interagir. Bonjour Delphine, sur le chat, ça va vraiment nous aider à voir un peu comment orienter un peu nos lives. Et puis on vous posera aussi des questions vraiment très précises à la fin sur les prochaines thématiques que vous voudriez voir apparaître par exemple. Voilà, bah, écoute, sans plus d'introduction, je te propose de démarrer. Bien sûr, Alors, est-ce que peut-être avant de présenter, tu peux nous parler un peu du service BigQuery et de ce que ça fait et de comment ça fonctionne? bien sûr. Alors, si je veux donner une définition à un service BigQuery, là, en fait, le service BigQuery, c'est donc un entrepôt de données, ou bien un data warehouse, qui donc permet de stocker plusieurs données, en fait, sur plusieurs données qui sont plutôt des données volumineuses, donc adaptées au use case Big Data.
et qui facilite en fait le fait de pouvoir effectuer des requêtes sur ces données-là d'une façon qui serait plus rapide parce qu'on bénéficie évidemment de l'infrastructure de Google et de leur puissance de traitement. Et aussi, c'est un service qu'on peut interfacer avec des services de machine learning aussi. Donc, ça permet de réunir tous ces use cases-là dans un seul endroit. Et voilà, donc c'est plutôt un service donc, qui va être approprié ou bien adapté pour des use cases où on traite vraiment des grosses volumétries de données. Et, donc, il est disponible uniquement sur GCP sous ce nom-là, peut-être sur d'autres cloud providers, il a une autre dénomination, mais voilà, on la connaît plutôt sur GCP. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que BigQuery, normalement, quand on veut accéder au service BigQuery, il y a généralement un contrôle d'accès qui est fait soit par projet ou bien par utilisateur. Et Quand on parle de grosse volumétrie pour du BigQuery, hmm. on parle de quel niveau de grosse volumétrie? Alors, généralement, on est sur des terabytes de données, voire même aussi des pétas. D'accord, ok. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de données. Exactement. Si on n'a pas autant de données, ça vaut pas forcément le coup Ouais, d'utiliser ce type de c'est service. ça, ça vaut pas forcément le coup. On pourrait plutôt remédier à ça, ou bien la solution serait de pouvoir utiliser par exemple des services de base de données SQL normal comme PostgreSQL et donc utiliser plutôt le service RDS par exemple sur AWS. Mais là où quand on remarque qu'on a des use cases qui commencent en fait à nous demander beaucoup de données, donc là on passe plutôt sur un data warehouse. D'accord. Ok. Et donc alors, bah, qu'est-ce qu'on paye chez Google quand Voilà. on achète du BigQuery? Quelles sont les unités d'œuvre? Qu'est-ce qu'on paie? Donc concrètement, c'est réparti en trois catégories. Donc on paye du stockage, en gros, qu'est-ce qu'on stocke dans notre table. Et on paye des frais d'ingestion, mais uniquement pour le streaming. Et aussi, on paye des frais de requête. Ça veut dire quand on va, on appelle ça généralement des tarifs d'analyse. Ça veut dire qu'on paye en fonction du volume de données qu'on a requêté ou bien qu'on a récupéré. Alors quand tu parles des frais d'ingestion uniquement sur du streaming, tu parles de quoi précisément? C'est en fait quand on veut faire des insertions au fil de l'eau, D'accord. donc en temps réel, Ok. Donc c'est à opposer à des insertions qui seraient faites. qui serait en batch ou bien voilà, qui serait D'accord. fait d'une façon différente. Donc ça veut dire que les insertions qui sont faites en batch ou de manière unitaire, elles sont Mhm. gratuites, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Exactement. On ne paye que quand on fait de l'insertion continue sur L'insertion cette continue. base. D'accord. Exactement. Donc, ça, c'est concernant les tarifs d'ingestion. Mhm. Et donc, plus précisément, donc, sur les tarifs de stockage, donc là, on a plutôt deux types de stockage. Donc, c'est soit du stockage actif ou bien du stockage à long terme. Bon, la différence entre les deux, c'est qu'on a des politiques de rétention différentes et donc, forcément, pour du stockage à long terme, donc on va payer plus. Et donc, voilà, sur l'ordre de grandeur, il y a à peu près après 0,02 par giga donc pour le stockage actif et 0,01 par giga pour le stockage à long terme. Ça, c'est Et des coûts par mois. oui, c'est des coûts mensuels, effectivement. D'accord. Non, pardon, c'est plutôt des coûts horaires, hein. D'accord. C'est Ok. c'est des coûts horaires et donc les 10 premiers gigaoctets en fait sont offertes chaque mois. D'accord. Ok. Donc effectivement, on a l'impression que c'est très peu comme coût, mais si tu parlais Ouais, tout à l'heure de péta ça peut de monter téra. rapidement. Ça peut monter rapidement, généralement chez des clients. Donc on observait des factures mensuelles qui sont de l'ordre de 7 000 euros à 10 000 euros. D'accord. Juste pour le stockage. Oui, enfin Ah, pour pour tout la service. totalité. Ok. Service. D'accord. Donc ça c'est concernant les tarifs de stockage. Donc Mhm. après la troisième catégorie c'est les tarifs d'analyse. Et donc là on est en train vraiment de payer le volume des données qu'on obtient à la suite d'une requête qu'on effectue auprès du service. Donc, en fait, pour ce type de tarification-là, donc lui-même, il y a trois possibilités en fait de mode de facturation, on va dire. Le premier mode de facturation, c'est une facturation on demand, et c'est vraiment le type
on va dire, le type de use case pour des utilisateurs qui sont nouveaux sur BigQuery et qui veulent l'utiliser, qui ne savent pas encore faire du capacity planning ou bien prévoir le volume de requêtes qu'ils ont mensuellement, donc ils passent plutôt sur du on-demand. Alors là, en fait, ils payent donc 5 dollars par terabyte requêté. Dire bah, si moi je fais une requête select all from machin, euh, si le résultat que j'obtiens, ou bien si en fait derrière le service va aller scanner un nombre de lignes et va faire des opérations et nous retourner un volume donné, donc je calcule ce volume de données là et puis j'estime il est à combien, donc, et je paye en fonction de combien de terabytes j'ai dans ce volume de données là. Donc les tarifs d'analyse, ce sont vraiment les données qui sont lues par le BigQuery au moment où je fais une requête. Donc c'est tout à Exactement, fait lié à la requête. exactement, D'accord. exactement. Et donc Merci voilà. Cloud is Life pour le follow. Voilà, et donc du coup, voilà, ça c'est pour le mode de facturation on demand. Merci Casobon également pour le follow. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que automatiquement, nous, quand on fait une requête, derrière le service BigQuery, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie de provisionner un nombre d'unités de calcul qu'on appelle des slots. Et généralement, c'est en fonction de la complexité de la requête, en fait, qu'il va essayer de provisionner un certain nombre de slots qui vont faire le processing de cette requête-là, en parallèle ou bien en série. Et donc, il y a aussi, donc soit on peut raisonner par terabyte scanné, soit on peut raisonner par slot provisionné. Alors, évidemment, on n'a pas cette information des slots comme ça visuellement dans l'interface graphique BigQuery ou bien quand on veut faire la requête, cette information on l'a pas, mais si on creuse derrière, dans les métriques d'utilisation de service, on peut avoir bien un historique des slots qui ont été provisionnés par projet et Alors ou qu'est-ce bien que c'est par un slot? organisation. Ben, un slot, pour le représenter, ben, c'est vraiment une unité de calcul qui contient un nombre de CPU, un nombre de RAM euh, qui est provisionné automatiquement par BigQuery pour pouvoir effectuer le traitement d'une requête et fournir des résultats. Et donc, quand on fait une requête sur BigQuery, BigQuery va mobiliser un slot, Exactement, c'est ça? exactement. Un ou bien plusieurs. C'est généralement plusieurs. D'accord. En fonction de la taille, j'imagine, En fonction de la de taille de la la requête, requête en et fonction de sa des données. complexité, en Ok. fonction de la complexité du modèle de données qui est derrière. Donc il y a plein de paramètres. C'est pas forcément linéaire en fonction du nombre de terabytes que ça va scanner. Mais voilà, donc plus on fait une requête volumineuse, plus le nombre de slots qui est provisionné, ça compte. Merci Aaron pour le follow. D'accord. Ok. Et donc, et ça se paramètre pas du tout. C'est Google qui choisit complètement le nombre de Oui, slots. c'est Google qui a la main sur ça. Nous, ce qu'on peut avoir, c'est visualiser en fait et voir l'historique des slots qui ont été provisionnés. D'accord. Ok. Euh, plus il y a de slots, on a une question dans le chat, plus il y a de slots utilisés par BigQuery, plus le prix augmente. Tout à fait. Tout à Alors, fait. mais du coup, j'ai l'impression que c'est pas directement lié au nombre de slots quelque part, vu que c'est lié aux données traitées par la requête. Comment ça? Ouais. En fait, on commence à raisonner comme ça quand c'est nous qui réservons des slots en fait. D'accord. Parce Ok. que actuellement, on dit uniquement que le mode de facturation c'est par terabyte scanné, mais une fois qu'on a par exemple de la bonne visualisation sur les slots qu'on va avoir D'accord. et qu'on va fixer ça, donc c'est là où on commence à payer vraiment par unité en fait, par unité de slots qu'on avait réservé. D'accord. Donc sur les coûts on demand, les slots ils sont mobilisés par Google, mais on ne les paye pas directement. On paye Exactement. les données traitées. Et par contre sur le Mhm. modèle réservé, là c'est nous qui décidons les slots dont on a besoin à tel et tel moment, et on va payer les slots. Exactement. Mais on ne paye pas du coup les données Ouais. qui sont parcourues. Une fois qu'on passe sur un modèle de réservation de slots, on commence à payer des slots et on, ici on ne raisonne plus en termes de terabytes scannés, ce qui peut s'avérer une solution économique, mais on regardera ça quand on va D'accord. entamer le sujet par la suite. Et le flex, c'est entre les deux, c'est ça? Il y a un peu Oui, de... donc il y a deux types, soit on réserve des slots mensuellement,
Donc, D'accord. on est sur une durée d'engagement mensuelle. Ok. Et il me semble aussi qu'on a la possibilité de réserver des slots avec une durée de commitment annuel. D'accord. Et soit on a des slots flex, et d'ailleurs ça vient de sortir assez récemment, qui sont des slots caractérisés par une durée d'engagement qui est de 1 minute. D'accord. Donc c'est une forme de réservation. Ça Mm. fonctionne comme la réservation, c'est-à-dire qu'on va pas payer aux données scannées, mais Exactement. uniquement Exactement, au slot. aux slots qui ont été D'accord. réservés. Par contre, on s'engage que sur 1 minute Que sur une d'usage. minute, Donc si on a, au bout d'une minute on a terminé, on démobilise le on slot. peut le démobiliser, Ok. effectivement. Est-ce qu'il y a des impacts sur en fonction des modes d'achat euh, choisis, est-ce Oui, qu'il y a des impacts sur la rapidité à laquelle mais on va pouvoir faire la requête? effectivement, il y a des impacts. Et ce que j'ai oublié de mentionner avant, c'est que pour les slots flex, on paie un tarif qui est de 4 dollars par 100 slots euh, 4 dollars par 100 slots par heure. Et, euh, et en fait, quand on passe sur des slots mensuels, on paye encore moins. Et quand on passe sur des slots annuels, on paye encore moins. D'accord, Donc ça c'est normal parce qu'on est de Google derrière à faire leur capacity planning. Et du coup, c'est moins cher quand on a une durée d'engagement plus longue. d'accord, Ça, c'est le premier point. Et pour répondre à ta question, oui, effectivement, si on a plafonné, par exemple, le nombre de slots réservés et qu'il y a une requête qui demande en fait beaucoup de slots, donc ça va ça va se ralentir. d'accord. Alors, donc là, on n'a pas de bol, on a le chat. Je vais pas essayer je vais pas tenter le diable, je vais pas essayer de les modifier pendant le live, mais on a le chat qui est pile poil sur le coût mensuel. Donc, est-ce que tu pourrais nous redire dans les trois cas les différents coûts mensuels sur lesquels on va. Oui, donc si on veut résumer, donc pour le mode d'achat on demand, on avait estimé en fait les coûts des slots. D'accord? Le coût des demand qui est à 5 dollars, 5,12 dollars par 100 slots par heure. Et du coup, ça se traduit à 3737 dollars par 100 slots par mois. Donc, ok, Et pourquoi par 100 slots? Parce que le nombre de slots sur lesquels on peut s'engager, le nombre de slots minimal est 100 slots. d'accord. Donc, ça, Euh, c'est pas le coût que tu donnes là par mois, les oui, 3737 pour le on-demand. c'est par 100 slots. C'est par 100 slots, et en fait, c'est pas vraiment des slots, c'est une évaluation que tu as fait, parce Ex- qu'en fait, ce que tu payes, c'est pas Exactement. les slots. Ok. Exactement. C'est un petit Donc calcul bête. 3737 pour on-demand, et pour flex et réserve, ça donne Ouais, quoi? pour les flex, on est sur 2920 dollars par 100 slots par mois. D'accord? Et pour les slots réservés mensuellement, on est sur 2000 dollars par 100 slots par mois. Ok. Donc 20-25% de réduction sur les flex, Ouais, et puis quasiment 50% de réduction pour le exactement. réserve. Ok, Exactement. très bien. Euh, déjà sur cette partie-là, est-ce qu'on a des questions peut-être avant de Non, passer il à y la en suite? avait une tout à l'heure sur les slots Mhm. utilisés et le pricing, donc on y a répondu. N'hésitez pas Mhm. sur le chat, effectivement, si vous avez d'autres questions à poser. Et quand tu souhaites qu'on passe à la suite, peut-être au slide suivant? Oui. Parfait. Euh, hop, voilà. Ok, donc voilà, donc on avait essayé de présenter un peu la définition du service et les modes de facturation. Donc après, sur nos missions avec des clients, vu que notre métier nous impose de chercher des optimisations sur le service, donc on avait creusé quelques pistes et du coup on avait trouvé plusieurs pistes d'optimisation des coûts sur BigQuery. Donc, première piste, c'est de pouvoir, en fait, pourquoi on parlait des slots, parce que ça peut s'avérer une solution avantageuse en termes de coût. Et donc, du coup, la première solution, c'est de pouvoir passer d'un mode de consommation on demand à un mode de consommation en slot réservé. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin de pouvoir étudier derrière notre consommation des slots sur le mois, par projet ou bien par organisation. Et pour pouvoir faire ça, on a une métrique qui est disponible sur GCP qui nous donne cette information-là. Elle est généralement délivrée par minute. Et donc, on peut avoir cette information-là, sauf que donc, derrière, on peut se mettre face à deux cas qui sont différents. Donc, on est sur des cas typiquement où on a des consommations de slots qui sont plus ou moins aléatoires,
sur lesquels on peut pas dire si aujourd'hui, entre 8 heures et 10 heures, je consomme tel slot dans tel niveau de moyenne, avec tel niveau de variance, et puis l'heure qui vient, des fois ça change très rapidement, donc des fois c'est très variable. Et du coup, alors que d'autres fois, typiquement dans des use cases où on a des jobs de reporting qu'on maîtrise et qui sont lancés dans des horaires bien définis, on peut typiquement observer des saisonnalités dans la métrique de nombre de slots consommés. Et donc, si on est bien dans ce cas, donc on peut bien donc tenter euh, de construire, ou bien de s'inspirer de ce pattern d'utilisation des slots et de construire des modèles en fait qui vont nous dire sur telle tranche d'heure, je vais avoir besoin de tel slot et je vais avoir besoin de tel slot. Il faut que cette information-là, on la maîtrise. Donc on peut typiquement passer sur de la réservation, de la réservation des slots, et dans ce cas-là, ça va s'avérer avantageux. Et comment vous le définissez, ce pattern d'usage? Donc ce pattern d'usage, en fait, ça va dépendre vraiment de la courbe, on va dire, de l'utilisation des slots derrière et de la saisonnalité que ça représente. Donc ça peut être des modèles de machine learning typiquement qui font de la prédiction. Ça peut être aussi paramétré par des règles métiers ou bien par des systèmes de comptines. D'accord, c'est pas Google qui va nous dire globalement, je vous conseille de réserver le mardi de 4 heures à 6 heures parce que j'ai identifié que tous les mardis de 4 heures à 6 heures vous faisiez Ouais, quelque chose. je pense pas qu'ils nous lèvent des alertes à ce niveau-là, et donc c'est vraiment un travail de FinOps à mener derrière sur cette partie-là. D'accord. Et nous, en tant qu'utilisateur Google, on va avoir accès à toutes ces métriques-là, c'est-à-dire Justement, à oui, l'usage. D'accord. mais on a accès à ces métriques-là au niveau du projet Google et au niveau de l'organisation. D'accord. Ok. Donc, en gros, là, le point, c'est si je suis capable d'anticiper précisément les moments auxquels je vais utiliser BigQuery. Mhm. Quand par moment, on entend des tranches assez courtes, hein, ce que j'entends, c'est que c'est des tranches de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Enfin, ça peut être plus longtemps, Mais mais ça peut être ce type d'ordre de grandeur, quoi. ça peut être ce type de grandeur. C'est généralement plus, on va dire, pas plus simple, mais plus efficace quand on a une stabilité des slots sur des périodes un peu longues. D'accord. Donc, Et alors, si je lance une requête, donc mettons que je fais ma réservation là sur je sais pas, des slots hmm, pendant 3 minutes, je lance ma requête et puis finalement, je vais faire. Ma requête va avoir besoin soit de plus de slots, plus longtemps, ouais. ou plus sur les 3 minutes, soit moins de slots. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il me semble que derrière, s'il a besoin de plus de slots, il me semble qu'on a accès à une capacité de burst, mais je suis pas très sûr là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que si la requête a besoin de plus de slots et que le nombre de slots, on va dire, est plafonné typiquement à un seuil fixe, donc elle va prendre plus longtemps à s'exécuter. Et ce que j'ai oublié de renseigner, c'est que la réservation de slots, elle peut se faire qu'au niveau du projet ou bien sur un pool qui est réutilisable par plusieurs projets. D'accord. Ça veut dire que toutes les requêtes vont venir piocher d'un seul pool, et s'il y a une requête qui utilise un nombre de slots dans un instant, la requête qui vient va être plafonnée par le nombre de slots qui lui reste. D'accord. Ok. Ok, donc ça peut avoir un aspect dangereux aussi de se dire finalement j'ai pu anticiper, mais j'ai pas très bien anticipé et du coup j'ai Exactement. un ralentissement de ma plateforme. Ok. Et si j'en ai moins, bah là j'imagine que c'est un peu comme tous les Oui, principes de réservation, je paye quand même. oui, Voilà. Que je exactement. les utilise ou pas, ils sont réservés donc ils sont payés. Exactement, sont réservés, sont payés. Et donc c'est là où on peut vraiment chercher des compromis. Si par exemple, moi je suis un utilisateur d'une plateforme cloud et je veux commencer à tenter en fait les slots, euh, on verrait bien le cas où on commencerait d'abord par des slots flex pour voir comment est-ce que ça va affecter nos requêtes, et aussi parce que on s'engage sur des durées d'1 minute. Si ça s'avère conforme au use case, on pourrait après passer à une combinaison de, donc réserver des slots mensuellement et réserver des slots à la minute aussi. D'accord. Ok. Donc ça c'est pour la réservation. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire des économies sur Euh,
query? Oui, effectivement. Donc, vu en fait, vu le fait que donc on paye les données qu'on requête, donc ça serait bien d'isoler uniquement les données dont on a besoin. Et donc, je parle vraiment précisément des colonnes des colonnes des tables dont on a besoin et qu'on met dans la requête SQL. Donc, je sais que ça peut s'avérer, on ne fait pas trop attention à ça, mais des fois, ça pose vraiment un impact. Là, j'ai une photo qui est prise de la documentation du BigQuery et qui montre la différence quand on fait un select all sur toutes les colonnes. Et quand on sélectionne vraiment les colonnes dont on a besoin, on peut vraiment avoir une diminution de 80% du volume. Donc on a ça, on a aussi le fait de pouvoir faire des limites sur la requête aussi, ça aide aussi à réduire la taille des données dont on a besoin. Donc le fait de bien paramétrer sa requête, ça peut faire économiser jusqu'à 80% de coûts. Exactement, bien paramétrer sa requête en termes de colonnes demandées et aussi optimiser aussi sa requête derrière. Éliminer peut-être des jointures qui ne sont pas nécessaires, comme ça on ne scanne pas beaucoup de lignes enfin, et que ça va impacter notre coût. Donc vraiment faire de l'optimisation de requêtes au niveau des colonnes dont on a besoin et peut-être aussi au niveau du modèle de données pour qu'on ait un accès plus rapide à la donnée. Et ça, j'imagine que c'est une révolution un peu pour les développeurs, parce que alors effectivement, les développeurs, ils ont l'habitude de faire attention à leurs requêtes quand ils ont des Mhm. gros besoins de performance ou de rapidité, mais ils Mhm. font peut-être un peu moins attention à la C'est ça, requête quand c'est un peu moins nécessaire. Et là, clairement, c'est la requête qui va définir combien je paye. exactement. Et ça implique peut-être une sensibilisation aux équipes de développement concernant ce paramètre-là. D'accord. Et ça, chez vos clients, c'est quelque chose que vous avez vu, vous avez détecté. Effectivement, effectivement, on avait vu, on avait remonté quelques requêtes. Des fois, on regarde que juste par erreur, il y a quelqu'un qui exécute la même requête 5 fois alors qu'il ne se rend pas compte que derrière, ça va consommer des terras et des terras de données. Et je me rappelle, il y avait une requête qui coûtait des centaines d'euros qui est exécutée sur 35 secondes. Donc, une requête a été lancée 4 fois, donc qui a coûté à peu près 1000 euros. Euh, Ah oui, ça peut partir très, très, très rapidement. ah oui, d'accord. Ok. Et donc, comment on peut se prémunir de ce genre de choses au-delà? Parce que là, de ce que je comprends, il y a deux types d'usages. Hmm. Il y a la requête qui est mal faite. Et donc là, c'est effectivement, j'imagine, accompagner, former, expliquer qu'en fonction des colonnes qu'on va venir parser, etc., on va payer plus ou moins cher. Mais tu parlais d'un deuxième exemple qui est la même requête que je lance trois ou quatre fois. Oui. Et pourquoi je la lance trois ou quatre fois? Je fais une erreur, je fais pas attention, je me dis que c'est pas grave, c'est ça? Oui, oui, enfin, ça dépend, ça pourrait être très variable. C'est soit il y a pas de sensibilisation ou bien des process FinOps derrière qui font que les gens peut-être ne se rendent pas compte aux impacts financiers que leur action peut avoir. Il y a ça d'un coup, et d'autre coup, il y a peut-être aussi besoin des fois de mettre en place des outils d'alerting qui permettent, ou bien des outils de reporting qui permettent de dire que voilà, ce mois-ci, j'avais consommé telle et telle chose, puis je peux remarquer des anomalies et bien sûr, donc, derrière, remonter à quelle était la vraie cause. D'accord. Ok. Le chat, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est vraiment à votre écoute, donc on peut répondre aux différents points. Profitez-en, on a Adam qui est à disposition et qui a, comme vous voyez, un vrai niveau d'expertise. Merci Pancake pour le follow. Euh, on passe à la suite? Oui. Super. Allez, voilà. Alors la suite, la troisième piste, Donc il reste d'autres solutions ouais, d'optimisation. Ok. effectivement, donc il reste d'autres solutions d'optimisation. Donc la troisième piste, ça rejoint aussi le principe de s'assurer qu'on requête uniquement les données dont on a besoin. Et c'est le partitionnement des tables sur des colonnes, par exemple, de type date ou bien timestamp. Parce que, en fait, ce partitionnement, ce qu'il va faire, c'est au moment où nous, on va lancer la requête et on a des filtres sur des dates spécifiques, ce partitionnement va faire en fait que ça va nous splitter, par exemple, notre table sur plusieurs tables en fonction des mois de données. Et du coup, quand on va lancer la requête, on va pas avoir besoin de scanner toute la table, mais scanner uniquement les tables qui rentrent dans cette plage de dates.
Et du coup, ça fait moins de données à parcourir et ça fait moins de coûts automatiquement derrière. D'accord, donc là on n'est pas sur l'optimisation des requêtes, mais plutôt sur l'optimisation de la base en tant que telle. Oui, des tables de données. D'accord. Euh, Ah, on a une client. hmm. Alors, chez vos clients, en moyenne, vous arrivez à optimiser les requêtes de l'ordre de combien de pourcents? Alors, tu parlais de 80%, les requêtes tout à l'heure, c'est une moyenne 80% ou c'était un record ou c'est, On va dire plutôt un record. D'accord. Hmm. La moyenne, elle est de quel ordre? La moyenne, elle est généralement à 30-35%. D'accord. Hmm. Ok. Ok. Donc ça, c'est pour le partitionnement des colonnes. Ensuite, il y a un autre, il y a un autre Ouais. point qu'on peut venir optimiser. Je, Effectivement, je vois que ça parle de zombies. ouais, donc dans le cadre de la détection du zombie IT, c'est toute l'IT de l'infra qui est là et qu'on n'utilise pas et qu'on doit balayer. Donc ici, on a aussi une quatrième piste qui est la détection des tables zombies. Donc, qu'est-ce qu'une table zombie concrètement? Euh, avant, si on se rappelle que on paye toujours en fonction du volume stocké, de l'active et du long terme storage, et donc il faut arriver à dégager en fait tout le stockage qu'on n'utilise pas parce qu'on le paye quand même. Et une table zombie du coup, c'est quoi? C'est une table dans la base de données qui ne reçoit pas de requêtes et vers laquelle on ne fait pas d'insertion et qui a quand même du volume de données. D'accord. Et Et donc, même si on ne requête pas, on va quand même continuer à payer un peu de. exactement. D'accord. On ne paie pas les frais d'analyse, mais on paie les frais de stockage. D'accord. Et donc, du coup, une table zombie, donc voilà, on a ces trois aspects pour pouvoir la définir. Donc, comment est-ce qu'on peut connaître le volume de données qui est sur la table? Donc, c'est par la métrique storage slash uploaded bytes. C'est bien représenté dans la documentation GCP des métriques des services. Et comment est-ce qu'on peut aussi, pardon, donc c'est la storage slash stored bytes. Et aussi donc pour pouvoir aussi savoir le nombre de données insérées vers une table spécifique sur un instant T. Donc c'est le storage slash uploaded bytes. Et il nous reste un troisième critère. Généralement, on peut commencer à creuser à partir de ces deux-là, mais pour avoir une réponse, on va dire, à 100% sûre, il faut aussi vérifier le nombre de requêtes qu'on effectue sur cette table-là. Alors, cette information-là n'est pas directement présente sur les métriques, mais elle est présente dans une autre table qui est une table de métadonnées qui est fournie par GCP. Et c'est en gros une table séparée qui est aussi dans BigQuery, mais son rôle est uniquement de loguer le statut des requêtes qu'on avait exécutées. Donc la durée de la requête, la date, la start date, quand est-ce qu'on avait démarré, quand est-ce qu'elle s'est terminée, et quelles sont les tables qui ont été impliquées, et combien est-ce qu'elle avait consommé. Donc ça peut aussi s'avérer utile pour d'autres audits différents. Mais donc nous, on a besoin de ça juste pour pouvoir identifier en fait, le nombre de fois où la table a été référencée dans la requête. Donc il y aura évidemment donc, un petit traitement à faire, pour pouvoir remonter au nombre de requêtes vers la table par seconde, par minute ou bien par jour. Et donc en agrégeant ces trois métriques-là, donc on peut bien définir une table zombie, c'est une table qui a 0 bytes uploadés, 0 requêtes et un nombre de gigaoctets. D'accord. Donc, c'est que la table existe, il y a du Ouais, stockage dessus, il exactement. n'y a pas de requête et il n'y a pas d'ajout de données sur la table. Exactement. Là, pour toi, c'est du zombie. Pour moi, c'est des zombies. D'accord. Et voilà. Tu parlais d'une table fournie qui donnait la liste donc, des requêtes avec Hmm. des informations sur comment se sont passées les requêtes, etc. Est-ce que ça, c'est une information qui est native dans Google? On va la voir, enfin, tous les utilisateurs de BigQuery l'ont forcément. Pas forcément. Forcément, il faut avoir certaines autorisations pour pouvoir accéder à ces D'accord, tables-là. Et donc, je les ai mis en bas du slide. C'est trois autorisations. BigQuery Jobs Create, Jobs List et Job.install.
D'accord. Il y a une qui contient l'autre, mais j'ai préféré mettre tout pour être sûr. Et j'ai mis aussi un lien pour pouvoir accéder à la documentation de cette table de métadonnées. D'accord. Ok. Et voilà, en ayant normalement ces autorisations-là. Après, on a tout on ce peut qu'il accéder, faut. On peut on a aller. tout ce qu'il faut. Ok. Ok, super. Je crois que c'était tout. Tu avais d'autres slides? Il y a d'autres éléments que tu veux. Non, je pense que j'ai un peu déroulé toutes les pistes d'optimisation qu'on a découvert pour le moment. Peut-être D'accord. qu'on en aurait plus après. Oui. Mais Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est que là, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément mais pas forcément vrai demain. vrai demain. Exactement. Si tu as des exemples comme ça, des cas où typiquement il y a des nouveautés qui font que bah, la procédure d'analyse qu'on a suivie là, enfin, ou que tu avais l'habitude de suivre, n'est plus correcte et qu'il faut compléter. Tu parlais tout à l'heure des flex qui sont récents. Oui, oui, par exemple, du fait récent, bah, si on avait mené la même analyse il y a, il y a un an, on n'aurait pas la possibilité ben, de baser notre analyse sur le fait qu'on peut s'engager au moins sur la minute. Et donc, quand ça a été introduit, donc on a forcément gagné plus de flexibilité sur la réservation des slots. Du coup, ce qui a impacté vachement la façon avec laquelle on fait l'analyse en gros. Et ça peut, et donc du coup c'est vraiment un cas parmi d'autres, mais donc les cloud providers toujours ressortent avec des mises à jour de versions, des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités, donc il faut vraiment rester en veille des dernières nouveautés sur les services cloud. Ok, ok, super. Mais merci beaucoup Adam pour toutes ces informations, Merci tous à toi ces Mike éléments. pour l'accueil. Euh, on va repasser sur le chat. Alors je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires, voilà, des éléments que vous souhaitez qu'on évoque. Je vais en profiter pour de nous remettre un peu de musique, hein, comme je le fais sur la fin des lives en général. Mm. Hop, voilà. Alors oui, on a des questions. Peut-on Mhm. faire de la réservation de flex donc à la Mhm. minute tout juste avant de lancer une requête? Alors ça oui, c'est intéressant. Oui, On sent un peu de malice dans la oui, question, mais exactement. effectivement, on se dit, bah, quand je vais lancer une requête, je vais pouvoir peut-être me dire, bah, ça va être une requête qui va durer Mhm. 3, 4, 5 minutes. Donc juste avant, hop, je m'engage pour les 3 minutes, comme Ouais. ça je paye un peu moins cher ma requête. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est possible et c'est une bonne question. En fait, et ça m'emmène aussi vers un autre point, parce qu'au début, en voulant approcher les réservations, on croyait que la réservation se faisait par requête, mais il faut juste garder en tête que la réservation se fait par projet. Et du coup, si on lance une requête, donc on peut bien réserver des slots, puis lancer une requête. Et après, faut bien enlever les slots sur lesquels qu'on a réservé. Et il faut savoir aussi que derrière, les autres requêtes, bah, il faut qu'ils soient configurés sur un mode de lancement on demand, sinon ils vont être bloqués par les slots qu'on avait réservés. D'accord, donc on peut le faire, mais attention quand même aux impacts sur le côté de requêtes qui Mhm. seraient mal configurées et qui du coup viendraient taper dans la réservation et qui pourraient se voir Exactement. ralentir, voire même Exactement. peut-être. Ah bon, Mhm. d'accord, ok. Donc c'est tout à fait possible du coup, la réponse c'est ça, Cloud is Live. Ça se paramètre, mais c'est possible. Merci Cestorm pour le retour. Le retour, ça fait plaisir. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, on va rester encore quelques minutes là sur le chat. Donc voilà, pour vous en rappel, hein, donc vous êtes sur la chaîne Twitch Cloudizeur. On est là tous les jeudis de 11h30 à 12h30. Et un grand merci à toi, Adam, c'était très intéressant. Je Merci à pense toi. que les retours sont unanimes dans le chat, mais voilà, on a ressenti une vraie expertise et un vrai savoir-faire autour de BigQuery. Donc, Merci, merci beaucoup. merci. Et tu es bienvenu ici quand tu veux, si tu veux nous reparler d'autres optimisations de services. Je pense Mhm. que Merci ça Delphine. fera. Voilà, ça touchera les auditeurs, les spectateurs, je ne sais pas tout à fait comment on dit. De Cloud is Live. Euh,
Un autre élément, donc à partir de la semaine prochaine, on va essayer de faire des live streams de la même façon, mais à la fois sur Twitch et à la fois sur LinkedIn. Mhm. Donc on est en train de voir un peu comment est-ce que ça va comment ça va se manipuler techniquement, mais en tout cas on est en train de voir pour que la session soit à la fois retransmise sur Twitch et sur LinkedIn pour toucher peut-être un peu plus d'audience et des gens qui ont peut-être un peu moins l'habitude ou qui n'ont pas voulu franchir le pas de Twitch. En tout cas, voilà, on va encore continuer un petit peu les semaines à venir là, sur des différentes thématiques. Mhm. Alors, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, hein, les thématiques dont on a envie de parler. Donc, on peut faire soit des retours d'expérience comme ça sur des cas d'optimisation. Cloud is Life nous demande si on peut voir les vidéos en replay. Alors, pour le moment, je ne les ai pas mis en replay, c'est la deuxième session. Par contre, je les ai enregistrés. Donc, j'ai la possibilité de le faire. Je pense qu'on le fera. On attend un petit peu, on attend un petit peu de voir ce que ça donne, mais je pense qu'on le fera, qu'on mettra les vidéos en replay. En tout cas, si vous avez là, dans l'urgence, besoin de revoir, vous avez manqué un bout de la présentation, ou vous voulez revoir la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer un message, hein, contact@cloudizzier.com. Je vous enverrai tous les replays qu'on a fait, et puis on essaiera de les faire aussi pour la suite des événements. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc les typologies de présentation qu'on peut faire, soit des recs sur des optimisations de services comme ça. On peut recevoir aussi des clients qui peuvent nous partager un petit peu leur expérience autour du Oui, FinOps. effectivement, ça quand Voilà, nous parler de leur organisation, de leur process, de leur méthodologie, qu'est-ce qu'ils ont fait qui fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont fait qui fonctionne peut-être un peu moins bien. Et puis on a tout un tas de solutions aussi à présenter autour des outils qu'on a, et notamment du portail Cloudizzier. Alors il y a le portail de comparaison des coûts sur lequel on peut venir faire un peu de manipulation avec répondre aux questions du chat et puis montrer un petit peu comment on fait des cotations sur les différents cloud providers et quel est leur positionnement tarifaire à chacun. Et aussi sur l'application. le Cloud Management Portal. Exactement. Donc c'est la grande feature qui va arriver dans les jours à venir. On est hyper impatient. Adam a beaucoup participé à son développement. Il participe encore beaucoup à son développement. Tu veux en dire un ou deux mots peut-être sur cette Ah, application? est-ce qu'on le garde en surprise? Bon. En gros, c'est donc en fait une application qui permet derrière de maîtriser les dépenses de ses dépenses cloud. Et donc, en gros, c'est une application qu'on peut connecter avec plusieurs sources de facturation. Donc, typiquement, si moi je suis un client et j'ai des services sur plusieurs cloud providers, donc je peux tous les connecter à mon application, et après je peux à partir d'un système de groupes de coûts qu'on appelle des cost groups, isoler mes lignes de facturation avec des filtres logiques. Et donc comme ça j'arrive à suivre plus ou moins l'évolution de mes coûts sur plusieurs business units, et aussi dans les business units répartir ça en plusieurs applications et aussi dans plusieurs environnements. Donc ça va me permettre d'avoir une vision donc maîtrisée des coûts qu'on consomme sur toutes nos plateformes cloud, nos différentes plateformes cloud. Et c'est aussi enrichi avec d'autres features qui viendront aussi dans la suite, qui sont le fait de pouvoir déposer des alertes, gérer ces markups entre les cost groups, et le fait de pouvoir aussi faire de la prévision des coûts en implémentant du machine learning. Ah, t'en as dit beaucoup là, il y a plein de C'est choses, bon. ça donne envie. Je suis sûr Faut que regarder le effectivement reste. on va nous voir ça, mais on partage. On a aussi hâte de vous le montrer. Et je pense que ce sera peut-être pas le prochain live, mais un live d'après peut-être. Bien sûr, ouais. Voilà, ça dépendra un peu de où est-ce qu'on en est de l'avancement. Merci beaucoup, merci Fan, merci Pancake pour vos retours. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein. Même une fois qu'on a coupé la vidéo, on continue la vidéo pendant une dizaine de minutes avec un écran de fin. Donc, vous pouvez aussi nous passer des messages à ce moment-là, on les verra, on les consultera. Aussi sur contact@cloudizzier.com, on pourra voir tout ça et voir un peu les principaux sujets qu'on choisira pour les prochains lives. Merci à tous.
Je vous dis à tous à la semaine prochaine, donc 11h30 au même endroit, pour un live 100% FinOps par Cloudizzer. Merci et Merci merci à encore tous. Adam. Merci à toi, mec. Merci, à bientôt.